Merci. La parole est au groupe Synergie Métropole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne vais pas vous décrire le contexte économique général que nous connaissons toutes et tous dans cette Assemblée et qui est très bien résumé dans le document préparé par l'administration métropolitaine afférent à notre DOB. Je tiens d'ailleurs à remercier les services de notre collectivité pour la qualité de leur travail. Je pense bien entendu à Michel Soulas, à Bruno Dallaire et à travers eux à toutes les équipes de la direction finance et contrôle de gestion. En matière de conjoncture économique et financière, au moment où nous avons ce débat d'orientation budgétaire, je voudrais simplement insister sur quelques aspects. Le quoi qu'il en coûte a fonctionné. Notre tissu économique a globalement été préservé. La santé financière générale de nos entreprises est bonne. Les chiffres de création d'entreprises sont élevés, le chômage est en baisse, tout comme le nombre de bénéficiaires du RSA. Au passage, on peut se féliciter de cet interventionnisme de l'État qui a bien joué son rôle d'amortisseur, tout comme la métropole sous l'égide de vos prédécesseurs et de votre propre exécutif dans la foulée. Si la reprise est bien là, avec une croissance annoncée à plus de 6% en France en 2021, elle est en partie enrayée par les tensions sur les approvisionnements en matières premières et les difficultés de recrutement, alors même que les carnets de commandes sont bien remplis. L'inflation est élevée et frôle les 3% en France en cette fin d'année 2021. Certes, elle semble fortement liée à la reprise économique et à la pression sur les stocks, et plutôt conjoncturelle que structurelle. Mais restons vigilants car elle n'est pas sans conséquences sur les coûts induits pour notre collectivité. Dans ce contexte, vous affichez légitimement vos priorités politiques, dont certaines que nous ne pouvons que partager, d'autres étant plus discutables, tant elles semblent relever du dogme davantage que du bien commun. Pour autant, on voit mal l'équation financière qui permettra de les porter, puisqu'on assiste à un effet ciseau, avec une baisse sensible des recettes, alors que nos dépenses augmentent massivement. Sur le volet des recettes de fonctionnement, vous estimez à environ 1% la baisse entre l'exercice 2020 et l'exercice 2021, ce qui semble logique au regard de l'impact de la crise. Vous n'indiquez pas à ce stade de montant prévisionnel pour 2022. Nous en reparlerons au moment des débats sur le budget. Nous craignons de mauvaises surprises. En matière de fiscalité, vous misez sur une hausse contenue des produits de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et un faible repli de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par ailleurs, les parts de TVA reversées à la métropole en conséquence de la réforme de la fiscalité locale devraient mécaniquement augmenter à la faveur de la reprise de la consommation. Le projet de loi de finances 2022 mentionne une progression du produit de la TVA de 5,1 milliards d'euros à l'échelle nationale. Les concours financiers de l'État semblent globalement stabilisés. Les dotations pour la métropole seront en très légère baisse. Vous les estimez à ce stade à 494 millions d'euros sur 2022 après 500 millions en 2021. Cette baisse est principalement due au recul mesuré de la DGF. Considérant l'évolution à la hausse des droits de mutation à titre onéreux sur les dernières années, plus 4% entre 2019 et 2020, vous projetez une nouvelle augmentation sur l'année 2022 en vous reposant sur le dynamisme du marché de l'immobilier et la hausse des prix de la pierre. Cependant, vos décisions en matière de modification du PLUH et d'encadrement des loyers inquiètent beaucoup les professionnels du secteur et il n'est pas à exclure un fort repli des transactions immobilières dans les années à venir, notamment au regard de l'affaissement de la production de logements en accession libre. Considérant par ailleurs qu'il est possible que le marché de l'immobilier soit arrivé à un plafond en termes de prix, ce repli des transactions aurait une conséquence désastreuse pour nos recettes. Vous pariez sur 400 millions de DMTO pour 2022, mais quid des années suivantes ? Sur le volet des dépenses de fonctionnement, on comprend que l'année 2022 sera une nouvelle fois synonyme de hausse importante dans la foulée de l'augmentation de 6,3% en 2021, malgré la diminution des crédits dédiés au RSA en raison de la reprise économique. Cette évolution à la hausse est notamment portée par l'augmentation de la masse salariale avec une progression importante des effectifs. S'agissant de la dette, nous avons noté que notre capacité de désendettement, ce fameux
ratio dit CDD allait exploser. Il est passé de 3 ans et 4 mois fin 2019 à 4 ans et 4 mois fin 2020, ce qui était parfaitement raisonnable. Vous nous proposez de retenir pour les prochaines années l'objectif d'un ratio entre 8 et 10 ans, ce qui permettrait certes de nous maintenir en dessous des seuils d'alerte. Laissez-moi néanmoins vous rappeler que sur le plan prudentiel, la rapidité d'évolution à la hausse de ce ratio est risquée. Paradoxalement, il est plus dangereux d'avoir une CDD élevée, mais stable sur plusieurs exercices, qu'une CDD qui reste sous les seuils d'alerte, mais est en forte progression d'une année sur l'autre. Or, c'est ce modèle que vous nous proposez. Je vous invite donc à la plus grande vigilance sur ce point. Par ailleurs, toujours s'agissant de notre dette, dont nous notons avec satisfaction qu'elle est diversifiée et ne présente aucun risque au regard de la classification Gisler, je tiens une nouvelle fois à attirer votre attention sur les taux d'intérêt qui restent bas, mais pourraient rapidement repartir à la hausse si jamais la BCE venait à être moins accommodante, et nous ne pouvons que vous encourager à avoir une politique d'endettement très maîtrisée et une gestion proactive de notre dette afin de constamment l'optimiser. Au-delà du ratio théorique de désendettement, ce qui compte, c'est notre autofinancement, c'est-à-dire le montant du solde positif entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement, qui nous permet de rembourser nos emprunts et de dégager de l'épargne nette. Plus cet autofinancement est élevé, plus nous sommes en capacité de financer les investissements ambitieux qui sont nécessaires pour préparer l'avenir de notre territoire et de ses habitants. Or, notre autofinancement brut, après avoir fortement augmenté entre 2015 et 2019, a baissé en 2020, en passant de 496 millions à 426, avant de s'effondrer en 2021, notre budget l'ayant évalué à 280 millions. Depuis le début de notre mandat, notre autofinancement brut a donc chuté de 45%. À combien l'estimez-vous pour 2022 ? La majorité précédente vous a laissé en 2020 une collectivité dont la situation financière était parfaitement saine, ce qui a permis à notre métropole de jouer pleinement son rôle d'amortisseur au moment où la crise est survenue. Il ne s'agirait pas que vous dégradiez trop massivement cette situation, ce qui amputerait les capacités d'action sur les mandats futurs et ne permettrait pas à notre collectivité d'intervenir comme elle l'a fait en 2020 si une nouvelle crise majeure survenait. Gouverner, c'est prévoir, comme le veut la maxime reprise par Thiers et Girardin au XIXe siècle. Nous aurions apprécié, comme je l'ai déjà réclamé au sein de cette Assemblée en juin dernier, lors des débats sur le compte administratif 2020, que vous nous fassiez part d'une forme de prospective financière sur le mandat en matière de volume budgétaire, en recettes et en dépenses, d'endettement et d'évolution de la fiscalité. De la même façon, nous exigeons d'avoir de la visibilité sur nos investissements qui s'incarnent à travers notre programmation pluriannuelle d'investissement. Nous n'avons toujours pas vu la couleur de cette PPI en dehors de la partie relative au collège, alors même que nous en réclamons les détails depuis 6 mois. Où, quand et comment vont se décliner nos investissements? Quel territoire? Quelle commune? Quel calendrier? Quel budget? Quid de la clause de revoyure de 2023 qui a disparu de vos documents et que vous n'évoquez plus? Vous avez enfin annoncé la création d'une aide à l'investissement en direction des communes pour le financement de leurs équipements municipaux, tels que les crèches ou les écoles. Dès janvier dernier, lors des débats sur le budget primitif de 2021, je vous sollicitais à ce sujet en vous rappelant que ces aides sont déjà en place dans tous les départements au titre de la coopération territoriale. Or, la métropole est aussi de fait un département. Vous avez indiqué qu'une enveloppe annuelle de 10 millions d'euros serait constatée à cette aide, dont les critères d'attribution n'ont toujours pas été précisés. Quand on sait qu'un nouveau groupe scolaire coûte de 10 à 12 millions d'euros, une enveloppe de 10 millions d'euros pour 59 communes semble, au bas mot, franchement sous-estimée. Les communes ne demandent pas l'aumône, juste de pouvoir répondre aux besoins nouveaux qui se font jour face à la pression démographique. Dans le département voisin de la Loire, ce sont 32 millions d'euros qui sont consacrés à la coopération territoriale chaque année, alors que ce même département compte 2 fois moins d'habitants que notre métropole.
Nous avons également eu le plaisir d'apprendre en commission finances que cette nouvelle enveloppe ne correspondait pas à un nouvel engagement financier de votre part, mais bien d'une réaffectation au sein de la PPI. Vous reprenez donc d'une main ce que vous donnez de l'autre. C'est un simple tour de passe-passe. En parlant des communes, je voudrais évoquer 2 dossiers qui viendront plus tard à notre ordre du jour. Comme ça, vous n'aurez à me supporter qu'une seule fois. Et ils me permettent en plus de terminer sur une note plus positive, ce qui devrait vous rassurer sur le caractère constructif de votre opposition dans cette Assemblée. Tout d'abord, je me félicite que nous ayons pu aboutir sur le reversement du 8e de la taxe d'aménagement intercommunal auprès des communes. Il en aura fallu de la ténacité auprès des services de l'État et de notre administration métropolitaine, que je remercie une nouvelle fois pour leur travail. Il nous reste à ajuster le tir sur les reversements provisionnels opérés en 2019 et 2020 sur la base des montants 2018. En attendant, ce reversement de plus de 2 millions d'euros constitue des recettes appréciées par nos communes. Par ailleurs, je considère que nous avons pu avancer sur la dotation de solidarité communautaire, cette fameuse DSC, qui aura fait couler beaucoup d'encre. Considérant les retours au sein du groupe de travail dédié et des échanges en conférence métropolitaine, vous avez écrit tout récemment un courriel à l'ensemble des maires afin de leur faire une proposition consolidée. L'application telle quelle des nouveaux critères aurait en effet conduit certaines communes à se retrouver dans une situation budgétaire intenable. Nous sommes revenus à un dispositif plus raisonnable qui conduira à une augmentation limitée à 4 millions d'euros de l'enveloppe globale de la DSC qui passera de 27 millions à 31 millions d'euros, ce qui permettra de contenter l'ensemble des communes en attendant de pouvoir mieux les faire converger sur les critères. En matière budgétaire, comme en toute chose, il y a les paroles et il y a les actes. Alors que nous dépassons le quart du mandat, il serait temps de passer du dire au faire. Vous l'aurez compris, nous vous attendons en particulier de pied ferme sur la PPI et l'aide à l'investissement pour les communes, tout en étant particulièrement vigilants sur la santé financière de notre collectivité, en particulier la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs.